Il y a de cela 6 ans, le manga Naruto prenait fin. À cette époque, le sentiment général était plutôt mitigé. Certains avaient aimé cette fin, d'autres trouvaient ça nul, et du côté des nuls, il y avait beaucoup d'anciens fans qui ressentaient au mieux de l'insatisfaction et au pire une profonde colère. Pour cela, la fin était ratée et le principal responsable de cet échec, c'était Kishimoto. Quand je découvre Naruto, ça a le potentiel d'être meilleur que Dragon Ball. J'ai dit ça. Et j'ai été trahi par Kishimoto, celui qui a réalisé le manga Naruto. Et là on nous apprend quoi? Kishimoto revient au scénario sur Boruto. Après avoir massacré la fin de Naruto et floppé avec Samurai 8, est-ce qu'il va pas nous niquer aussi Boruto? C'est dommage la fin. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Kishimoto? Dans les mois qui suivirent cette fin, le chef otaku sortit une vidéo appelée le cas Naruto 2. Une vidéo qui va cristalliser les frustrations de beaucoup de ses contemporains et j'en veux pour preuve la myriade de pouces bleus que la vidéo a encore aujourd'hui. Alors que le ton, bien que parfois humoristique, est assez à charge. Kishimoto, à un moment donné, il s'est paumé dans son histoire. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un matin Kishimoto il s'est levé et là il s'est dit ah merde, mais ils sont pas du tout rivaux en fait, c'est n'importe quoi ce que j'écris depuis le début. Intimement persuadé que Kishimoto il savait qu'il s'était foutu dans la merde avec cette histoire sans queue ni tête, mais il savait pas comment s'en sortir de cette merde. Le gars savait qu'il faisait de la merde mais qu'il pouvait pas faire autrement. Mais ça n'empêche qu'il s'est foiré lamentablement. Espèce de monstre, enfoiré de Kishimoto, si nul que t'as même gâché le truc bien que t'avais fait, espèce d'enfoiré d'handicapé mental, j'espère que tu toucheras plus jamais un manga de ta vie, putain. Je te maudis Kishimoto d'avoir engendré cette merde infâme et je te souhaite un cancer du cul bien dégueulasse. Alors, est-ce que Kishimoto est un handicapé ou est-ce que le chef otaku aurait dit de la merde? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble juste après le générique. Les mangas, c'est une violence incroyable. Alors commençons par Obito. Et tout ce gloubi-boulga scénaristique débilement compliqué pour terminer par quoi? Eh Obito, arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. D'accord, trop cool. Et Kakashi, tu veux mes yeux? Ouais d'accord. Cool. Ose dire que c'est pas comme ça que ça se finit. En effet, je n'oserais pas dire le contraire, parce que j'ai bien trop peur. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas d'autres arcs qui se terminent de la même manière? Nagato. Arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. D'accord, trop cool. Kyuubi. Arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. D'accord, trop cool. Gaara. Arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. D'accord, trop cool. Sasuke. Arrête d'être méchant, parce qu'être méchant, c'est pas gentil, c'est mieux d'être gentil. Ah, bah non, là ça marche pas. Bref, tout ça pour dire que Naruto, c'est donc de la merde de A à Z, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, évidemment, le but ici, c'est de montrer que c'est assez simple de caricaturer n'importe quoi en le résumant à l'extrême. Alors qu'en réalité, ce que disent les combats est complètement différent. Par exemple, le combat Naruto-Gaara, c'est la rencontre de deux personnages au destin partiellement similaire, et c'est pas moi qui le dis, c'est ce que ressent Naruto. Quand ils s'affrontent, il voit en Gaara le reflet de ce qu'il aurait pu devenir s'il avait été seul. Et c'est justement pour cela qu'il bat Gaara, parce qu'il se bat pour défendre les êtres qui lui sont chers, là où Gaara n'a rien. Quand Gaara s'en rend compte, il comprend alors que sa solitude n'était pas une force, mais une douleur, et que surtout, l'on n'arrête pas d'exister quand on est battu, ni quand on est haï, mais quand personne n'accepte votre existence, c'est-à-dire quand personne ne vous aime. Pareil pour Kyuubi, dont on reparlera plus tard, et pareil pour Nagato, mais ça le chef otaku l'avait bien compris. Naruto affrontait son véritable opposé, Nagato. Il avait le parcours totalement inverse, une vision du monde totalement inversée, et ils étaient reliés l'un à l'autre par Jiraiya. Ils représentaient chacun deux aspects de la vie de Jiraiya, c'est-à-dire d'un côté son plus grand regret Nagato, et de l'autre son plus grand espoir Naruto. Le fait que Nagato bute Jiraiya, détruise Konoha, et le fait que Naruto devienne le sauveur du village et souhaite se venger, mais finit par comprendre le message de paix de Jiraiya en ne tuant pas Nagato, et en le faisant plutôt changer sa vision du monde, c'était fort symboliquement. Alors pourquoi pour Obito ça ne passe pas? Alors qu'on comprend très vite que c'est pareil, Obito est finalement une autre version de Naruto, un Naruto qui cette fois a vécu la vie de Sasuke, c'est-à-dire une vie illusoire dans laquelle il croit que celui qu'il respecte le plus l'a trahi en tuant les ou la personne qu'il aime le plus. Alors que de son côté, le chef otaku explique ça de cette manière.
Oui, alors j'étais amoureux d'une gonzesse qui n'en avait jamais rien eu à foutre de ma gueule et qui se voulait se faire mon pote, même après que je sois mort entre guillemets pour la sauver. Mais comme au final je suis pas mort et qu'elle elle s'est fait buter quand même, bah je suis devenu méchant et je vais essayer de détruire le monde. Mais en fait, je suis manipulé par un mec mort qui est la réincarnation d'un demi-dieu qui veut se venger de son frère qui est lui-même manipulé par un autre mec bizarre qui souhaite libérer sa maman lapin qui se trouve être la mère du père du mec qui s'est réincarné en mec qui m'a manipulé pendant qu'il était mort. Et je vais devoir me battre contre deux mecs qui sont les réincarnations du mec qui m'a manipulé et de son rival, qui lui aussi est la réincarnation d'un des fils du mec qui est le fils de la mère du gars qui nous a tous manipulés, qui suit ensuite la logique et lui-même manipulé par le destin. Si vous trouvez cela compliqué, c'est normal. C'est comme si je vous disais « Tu vois Jacqueline, mais si, la mère de la sœur de ton oncle. » Et hop, vous êtes perdu. Alors que si je vous dis « Mais si, Jacqueline, tu sais ta grand-mère. » C'est quand même 1000 fois plus simple, non? Eh bien, le texte du chef otaku est bourré de ce genre de périphrases et de détours complexes pour vous faire croire que l'histoire d'Obito est compliquée. Alors que pas spécialement. L'histoire d'Obito est en réalité assez simple, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu la femme qu'il aimait et à qui on a soufflé dans l'oreille qu'il était possible, en un sens, de la faire revivre. En effet, si on crée un monde où tout le monde rêve qu'elle existe, n'est-elle pas de nouveau vivante? Obito, alors en détresse, va croire en ce dernier espoir de plonger le monde dans une illusion, sans savoir qu'il vit lui-même déjà, ironiquement, dans une illusion, puisque on apprendra plus tard que tout cela a été mis en scène par Madara, dont l'objectif est de ressusciter. Et si maintenant tout vous paraît très compréhensible, ce n'est pas parce que je l'ai spécialement mieux dit, mais bien parce que son texte est bourré d'infos inutiles. Si je prends le texte du chef otaku et que je fais le ménage, ça donne ça. Oui, alors j'étais amoureux d'une gonzesse, je suis mort pour la sauver, mais au final, je ne suis pas mort, et elle s'est faite buter. Du coup, je suis devenu méchant et je vais détruire le monde. Mais en fait, je suis manipulé par la réincarnation d'un demi-dieu, lui-même manipulé par un mec qui souhaite libérer la grand-mère de ce demi-dieu. Et je vais devoir me battre contre Naruto et Sasuke. Alors oui, il y a un petit passage compliqué sur le fait qu'il y a deux manipulations et une réincarnation, mais c'est quand même beaucoup plus simple, vous avouerez. Bref, pour en revenir à Obito redevient gentil, alors oui, c'est bien parce que Naruto lui dit d'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il lui dit réellement en substance? Déjà que vivre dans une illusion ne fait pas disparaître la douleur, elle reste finalement toujours là, et donc essayer de faire disparaître la douleur et la souffrance en restant bloqué dans un passé idéalisé n'est pas une solution mais une fuite. Ça c'est une première chose. La seconde, et la plus importante pour moi, c'est que finalement, quel que soit notre parcours, notre vie, on reste au fond toujours ce jeune garçon idéaliste, et donc si on fait quoi que ce soit de mal, qui va à l'encontre de nos valeurs passées, c'est en réalité cet enfant en nous qu'on trahit, lui, ses rêves, et cette vision pure et innocente de la vie qu'il avait. Maintenant, si vous voulez bien, quittons le monde de l'analyse quelques instants pour entrer dans celui de l'interprétation personnelle. Je n'aime pas non plus cette fin, mais je la pense personnelle et très méta de la part de Kishimoto. Pour moi, avec Obito, il s'adresse en partie à son lectorat, celui qui a grandi, qui a vieilli en lisant Naruto et qui, à ce moment-là, ne croit plus vraiment au message idéaliste de Naruto. À ce public, Kishimoto pour moi dit ceci: si vous lisez encore Naruto, c'est qu'au fond de vous, vous avez un peu envie d'y croire à mon message idéaliste. Et si vous êtes tant énervé contre Naruto, c'est surtout parce qu'il vous renvoie à votre vous passé et vous vous rendez compte que vous avez changé. Par cet intermédiaire, Kishimoto explique que lui et Naruto sont finalement restés fidèles à eux-mêmes tout au long de l'œuvre. Il s'explique ainsi sur la longueur de son œuvre par le fait qu'il ne prend pas de raccourcis et explique le désamour des anciens fans simplement par le fait qu'ils ont grandi et ont vécu des choses qui leur ont fait perdre leur illusion de leurs jeunes années, tout en rappelant ainsi que cet enfant en eux n'a pas disparu, mais est juste enfoui. Et cette interprétation que je rappelle est personnelle marche bien sur le chef otaku, qui pour moi est vraiment très très proche d'Obito, puisque lui aussi est piégé dans une illusion. Alors ici, je ne parle pas de Sasuke, parce que déjà le chef otaku a le droit de ne pas l'aimer, et surtout parce que je crois qu'il a fait une vidéo dessus que je n'ai pas vue. Je vais plutôt parler ici d'un autre point central qui est pour moi la plus grosse erreur de la vidéo. C'est cette phrase. Petite
question, avant cette grande guerre de merde, quel a toujours été le grand message, la grande inspiration du manga Naruto? La réponse est super simple, normalement il suffit de regarder les histoires de Gaara, de Rock Lee, de Neji, même de Naruto et d'autres persos pour comprendre ce message. C'est un message super simple et basique qui est commun à quasiment tous les neketsu de ce type. Ce message c'est chacun peut atteindre ses buts et échapper à la fatalité. Avec des efforts et de la négation, on peut arriver à tout ce qu'on veut faire et rien n'est écrit. Vous n'avez pas entendu où était le problème? Réécoutez. C'est un message super simple et basique. Ce message c'est chacun peut atteindre ses buts et échapper à la fatalité. Avec des efforts et de la négation, on peut arriver à tout ce qu'on veut faire et rien n'est écrit. Toujours pas? Concentrez-vous et réécoutez. C'est un message super simple et basique. Et avec des efforts et de la négation, on peut arriver à tout ce qu'on veut faire et rien n'est écrit. N'écoutez que ça vous. C'est un message super simple et basique. Et avec des efforts et de la négation, on peut arriver à tout ce qu'on veut faire et rien n'est écrit. Voilà, c'est bien. Écoutez. Laissez-vous emporter. Hop, voilà, vous aussi vous êtes piégé dans un genjutsu. Une illusion qui vous fait croire que vous êtes idiot si vous pensez le contraire de ce qu'il vient de vous dire. Ben oui, la réponse est super simple. Donc le chef otaku ne peut pas se tromper sur une question aussi simple qu'est résumer une œuvre qui fait 72 tomes en une putain de phrase. Il a forcément raison. Et si vous dites le contraire, c'est que vous vous trompez sur une question qui est super simple. Vous êtes donc forcément idiot. Une bien belle illusion mais qui est fausse, le message de Naruto ne se résume pas à cela. Pour le comprendre, synthétisons tout ça. Putain oui, on peut écrire notre propre destin bordel, rien n'est écrit, avec de la force et de la volonté on peut arriver à tout ce qu'on veut dans la vie, putain de merde, suffit de voir ce que Naruto a accompli pour y croire à ce message. Naruto, à force de travail, va réussir, donc le message pour le lecteur c'est à force de travail on peut tout faire, même aller contre le destin. Alors ça a l'air logique dit comme ça, mais il y a deux problèmes de raisonnement. Le premier est de réduire la cause de la réussite de Naruto à son seul travail. Alors certes, on peut dire que Naruto a fait énormément d'efforts pour y arriver, et on pourrait donc s'arrêter là. Mais rappelez-moi, au moment de leur défaite, les Rock Lee, les Gaara ou les Sasuke, c'était des branleurs? Je veux dire, quand ils perdent contre Naruto ou contre d'autres, c'est parce qu'ils se sont pas assez entraînés? Non, bien évidemment. C'est d'ailleurs tout le propos de l'examen Chunin, montrer que des personnes qui travaillent et qui croient en leurs rêves, il y en a plein. Et si Naruto mérite plus que les autres, c'est à cause, à chaque fois, d'une raison différente. Son courage, sa volonté, sa persévérance, ses amis, ou parfois simplement grâce à un gros coup de bol. En clair, on ne peut pas gagner dans Naruto sans s'entraîner, mais l'entraînement seul n'est pas suffisant pour la réussite. Car la réussite est multifactorielle. Et oublier cela, c'est occulter bon nombre de messages tout aussi importants dans Naruto, comme par exemple la force de l'amitié. Naruto gagne souvent contre des personnages présentés au départ comme bien plus forts que lui, mais qui perdent par manque de conviction dû à un égarement dans leur solitude. Là où Naruto ne lâche rien car il a une personne à protéger, ce qui s'avère finalement être une force et non une faiblesse. C'est d'ailleurs pour cela que le combat Naruto-Sasuke se devait d'être concluant, puisque Sasuke est un personnage qui s'est enfermé toujours plus profondément dans une logique de solitude. Il s'agissait donc impérativement de finir sur le message le plus important du Jump, la victoire du pouvoir de l'amitié. Donc non, on ne peut pas résumer le message global de Naruto à cette simple phrase. Par contre, on peut dire que l'un des messages de Naruto est qu'on ne peut pas réussir sans entraînement et persévérance. Et ça, c'est bien différent de ce qu'a dit le chef otaku. Ensuite, le deuxième problème vient du lien logique qu'il fait entre le lecteur et Naruto. Alors oui, Naruto réussit tout ce qu'il entreprend, mais est-ce que tout le monde peut être Naruto? Ce qui est plutôt clair dans le manga, c'est que beaucoup de personnages sont des versions alternatives de Naruto. Des personnages qui ont plus ou moins un grand pouvoir, qui comme lui ont vécu ou connu une tragédie, et qui à partir d'elle vont faire des choix différents. Ce qui tend donc à penser que Naruto est différent de ses personnages par la seule force de ses choix. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que Naruto n'est pas différent par autre chose que ses seuls choix? Pour répondre à cette question, j'ai un très bon exemple qui est considéré comme un des meilleurs arcs par le chef otaku, j'ai nommé l'arc Zabuza. En effet, dans cet arc, plusieurs personnages y sont orphelins et sont identifiables à Naruto. Le premier c'est Inari, que je laisse le chef otaku présenter. Qui est Inari? Inari, c'est le petit-fils de Tazuna, qui n'arrête pas de couiner que ça sert à rien de finir ce pont, parce qu'on peut pas s'opposer à Gato, les héros ça existe pas, bla bla bla. Le gosse a perdu son père adoptif, qui a refusé de se soumettre par conviction à Gato. Résultat, il s'est fait tuer sale, laissant son fils seul avec son chagrin. Naruto va être confronté à la peine de ce gamin, qui ne croit plus en rien parce qu'il est convaincu d'avoir tout perdu. Mais pour Naruto, c'est clairement pas le cas, il a encore une famille, des rêves, des raisons de se battre. Naruto, lui, a vraiment tout perdu, ou plutôt, il n'a jamais rien eu. Le seul truc qu'il a dans la vie, c'est sa volonté de montrer sa valeur et de se battre pour ce qu'il croit être juste.
admettre qu'Inari a raison, ce serait admettre que sa vie n'a pas de sens. Il va donc lui montrer qu'on peut surmonter sa solitude, sa tragédie, pour en faire une source de courage et protéger ceux à quoi on tient. En bref, Inari est là pour montrer que Naruto aurait pu abandonner ses rêves et sa volonté, devenir simplement un gamin ronchon qui chiale parce que la vie c'est pas juste, comme Inari. mais un autre personnage est déjà plus ambigu, c'est Aku, que je laisse, encore une fois, le chef otaku présenter. Aku, quant à lui, tout comme Naruto, a toujours été seul, abandonné et rejeté de tous. Il s'est désespérément dévoué à la seule attache qu'il a pu trouver, Zabuza, allant jusqu'à renier son propre statut d'être humain, se considérant comme un outil, une arme à son service, simplement pour avoir un semblant d'importance dans la vie de quelqu'un. Il n'a aucun rêve, aucun autre but que de servir Zabuza. Donc Aku est là pour montrer que Naruto, Il aurait pu s'attacher à n'importe quelle personne qui lui aurait témoigné un minimum d'attention, et vivre à ses dépens comme un chien dévoué à son maître. Heureusement pour Naruto, il est tombé sur le gentil Iruka, qui l'a poussé à s'affirmer et à se dépasser, pas sur un Zabuza qui pense qu'à se servir des gens dans son intérêt. résumons donc quand même. Malgré que Aku et Naruto font des choix et des efforts similaires, leur rencontre avec d'autres personnages et donc un concours de circonstances, aussi appelé la faveur des événements, va décider du chemin qu'ils vont suivre. Mais j'ai l'impression qu'on oublie un personnage. N'y a-t-il pas un autre personnage qui a connu une tragédie ? Oui, Zabuza. Pourquoi Zabuza est différent de Naruto ? Par choix, par concours de circonstances, ou alors par le fait qu'il soit né au mauvais endroit au mauvais moment ? Le chef otaku nous dit ceci. Zabuza a subi l'examen ninja du village de Kiri, qui consiste en un gros battle royal. Il a été forcé de tuer plein de gamins, probablement ses potes pour survivre. Ce n'est pas explicite dans le manga, mais on peut largement supposer que ça l'a rendu un peu timbré. Tragédie qui l'a rendu cruel. C'est un mercenaire sanguinaire surnommé le démon. Puis il rencontre Aku, puis arrivé au pays des vagues, Aku meurt pour le sauver. Seconde tragédie, et suite à ça, il se rend compte qu'il aimait Aku, et trouve la rédemption en tuant Gato et en libérant le pays des vagues de son emprise. Et quand on arrive à la fin de l'arc, est-ce qu'on considère encore Zabuza et Aku comme étant des ennemis ? Non, Zabuza le dit lui-même à Kakashi. Vu que Gato ne veut plus que je tue Tazuna, nous n'avons aucune raison de nous battre. Ils n'ont aucune raison de se battre si ce n'est que des intérêts supérieurs ont décidé qu'ils devaient s'entretuer. C'est le monde des ninjas qui les a fait s'affronter. Zabuza et Aku ne sont que des victimes, et Naruto et la Team 7, bien qu'ils aient en quelque sorte sauvé le pays des vagues et remotivé Inari, ont quand même les morts de Aku et de Zabuza sur la conscience. Dans ce monde, la victoire a un prix. N'est-ce donc pas simplement le fait que Zabuza a eu la malchance de naître dans ce contexte qui fait ce qu'il est devenu ? Autrement dit, n'y a-t-il pas quelque chose d'autre qui rentre en jeu, qui explique ce qui se joue ici, dans cet arc ? Ce que le chef otaku nomme lui-même. Les intérêts supérieurs, c'est le monde des ninjas qui les a fait s'affronter. Ne serait-ce pas cela qu'on appelle la fortune, la chance ou... Parce que oui, il faut revenir 5 secondes sur cette notion de destin. Le destin fout en l'air le manga. Je sais pas si tu te rends bien compte à quel point ça nique tout le manga ce truc-là. Alors déjà on a l'impression qu'il fout en l'air le manga qu'à partir du dernier arc, comme si il venait d'apparaître, alors qu'il est présent depuis le départ ce fameux destin. Montré directement dans certains arcs avec des personnages au destin qu'on nommera tragiques, comme celui de Zabuza et Aku, il est aussi un peu plus discret et disséminé dans d'autres éléments du quotidien, comme la croyance des âmes sœurs par exemple. C'est pour cela, quoi que fasse Naruto pour Sakura ou Obito pour Rin, elle n'aime qu'une personne. Ensuite, les cycles perpétuels des réincarnations, dont on reparlera plus tard, sont aussi un élément lié au destin. Mais surtout, la grosse place de l'hérédité dans les pouvoirs ninja, lui, est un vrai signe de prédestination. Car oui, dans l'univers de Naruto, la naissance a une importance capitale. Cette naissance va décider d'énormément de choses, et notamment des possibilités de chacun. Et si je dis que tout le monde n'est pas Naruto, c'est en partie pour cette raison. Naruto est le fils d'un des plus grands héros de toute l'ère Shinobi, ce qu'on apprend plus tard. Mais ce qu'on sait depuis le début, c'est qu'il a le plus gros potentiel de chakra du monde. Ce qui annonce dès le départ qu'il pourra accomplir des choses bien plus fantastiques que la moyenne des gens. D'ailleurs, un bon exemple de la différence entre lui et ce que peut réussir une personne moyenne, c'est Kiba. Lui aussi souhaite devenir Hokage, mais malgré son travail, c'est un rêve qui lui est inaccessible. Et le fait que le combat entre lui et Naruto se décide sur un P est aussi ridicule que symbolique. Si Naruto gagne, c'est parce qu'il devait gagner, par un coup du sort, mais surtout par une astuce scénaristique, et non parce qu'il mérite plus. Car oui, petite parenthèse, il est d'autant plus étonnant de contester le destin dans une œuvre comme un manga, car celui-ci est autant un élément diégétique qu'extra-diégétique. C'est-à-dire qu'il existe hors de l'œuvre. En effet, il est évident que Kishimoto est en un sens la main du destin qui choisit qui gagne
qui perd dans son manga. Bref, il me semblait important de souligner que Kishimoto est bien cette main du destin et que donc, oui, en un sens, Naruto est écrit depuis le début. Mais cela ne change rien au message de l'œuvre. Bref, fermons cette parenthèse. Maintenant, je sais ce que le chef otaku va me répondre. Oui, mais le destin fout en l'air le manga, parce que ça veut dire que tout ça n'a servi à rien, sous-entendu, de toute manière, il y serait arrivé. Déjà dans un sens méta, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre le fait qu'un auteur ait déjà sa fin et l'écriture de toutes les étapes pour y arriver. La finalité n'implique pas le chemin, qui peut lui avoir plein d'autres sens. De plus, il y a une mauvaise compréhension du symbolisme derrière la réincarnation et du destin de Naruto. Il n'est pas la réincarnation d'Asura, mais un des nombreux avatars et le seul qui va réussir à accomplir son idéal grâce à tous les éléments cités précédemment. Effort, volonté, persévérance et surtout amitié et conviction. Comme je le disais, plusieurs autres personnages peuvent être vus comme des versions alternatives de Naruto, et même si au début ces versions de Naruto n'ont pas aussi gros potentiel que lui, au fur et à mesure du récit, on rencontre des personnages qui non seulement ont le même potentiel, mais aussi un vécu similaire, mais des choix différents. Et tous ces personnages sont de grands ninjas ayant chacun un pouvoir assez incroyable pour changer le monde. En soi, ils ont tous un potentiel indéniable. Ce qui va les différencier par contre, c'est leur choix face au fil du temps. Tous changent de conviction et d'idéal à un moment de leur vie, là où Naruto reste toujours confiant dans ses convictions. Et si personne d'autre n'a réussi, c'est parce qu'ils se sont simplement perdus en route. Donc oui, Naruto était destiné à de grandes choses. Néanmoins, c'est bien grâce à ses choix, à la faveur de certains événements, mais surtout à la ferveur de ses convictions qui finalement embrassent le fil du destin, qu'il a pu devenir le personnage qui a brisé ce cercle vicieux qui est le cercle de la haine. Là, vous êtes peut-être un peu perdu. Je dis que le destin existe, mais que finalement on peut choisir, donc tout est tracé à l'avance ou non? Je comprends plus. En quelque sorte, Naruto était parfaitement capable de réussir dès le départ cet exploit, mais c'est grâce à ses choix qu'il s'est orienté dans le sens du destin. Bon, la meilleure façon de comprendre, c'est ce qui est dit à la fin de l'un des combats que le chef otaku a pour moi mal compris. Le combat Neji-Naruto. Il croit que le combat Neji-Naruto est le combat d'un génie contre un raté et que Naruto a prouvé à Neji qu'on est maître de son destin. En réalité, il se trompe, pour deux raisons. Un, parce qu'il a écouté et cru les apparences, ce qui dans Naruto est souvent trompeur. Le fait que Naruto est un raté et Neji un génie, c'est simplement ce que disent les gens, et ce n'est pas pour autant la vérité. Naruto est loin d'être un raté et il nous l'a déjà prouvé. D'ailleurs pour cela qu'on souhaite sa victoire. Quant à Neji, il est talentueux, mais a longtemps stagné dans une croyance que tout lui était acquis. Ce n'est pas le seul exemple qui montre que les apparences sont trompeuses dans Naruto. Le meilleur exemple, c'est bien évidemment Kyuubi. Celui-ci nous est présenté comme un monstre, le mal incarné au tout départ du manga, mais en réalité ce n'est qu'une construction des gens. Une sorte de prophétie autoréalisatrice qui, une fois prise avec recul, est moins manichéenne qu'il n'y paraît. Mais revenons au combat Naruto-Neji. La seconde erreur, c'est la surinterprétation de ce qui est dit par Naruto. Puisque Naruto ne dit pas à Neji « tu pourras changer le destin de ton clan », ce que dit Naruto c'est « aie confiance en moi, quand je serai Hokage, je changerai les choses ». Et ce n'est pas parce que personne n'y croit que c'est impossible. Personne ne croyait en moi à l'examen ou lors de ce combat, et pourtant j'ai gagné. En quelque sorte, on ne sait pas quel est le sens du destin. Donc ne te perds pas à te persuader du sens qu'il a. Ce qui conforte cette compréhension, c'est la conclusion de Neji. Déjà, il comprend que son père a choisi son destin en l'acceptant. Accepter la fatalité est donc un choix. Et surtout, Neji a cette phrase. Pause ici. Alors, je me permets de mettre sur pause la vidéo car lors de mon montage, je suis tombé sur le combat dans l'animé. Et je comprends mieux pourquoi beaucoup de personnes ont cette compréhension. Puisque Neji, en version française, commence par dire ça. J'ai moi aussi appris que notre avenir dépendait uniquement de nous. Nous sommes un peu comme des nuages qui volent au gré du vent, mais qui ne sont régis par aucune loi. Mais juste après, ils disent ceci. Les chemins pour qu'ils arrivent à destination sont nombreux, mais ils atteignent toujours leur but. Peu importe les obstacles, les nuages les contournent et continuent leur chemin. Ce qui est un peu contradictoire. On est maître de son destin, on est totalement libre, mais tous les chemins qu'on prend ramènent au même endroit, peu importe les obstacles et les décisions qu'on prend. Personnellement, ça n'a aucun sens. Ça a l'air d'en avoir, mais en réalité, ça se contredit complètement. Du coup, je me suis dit que j'allais regarder la version sous-titrée. Enfin, une fansub. Mauvaise idée. 父上、人の運命とは、雲のように決められた流れの中に、ただ浮かんでいるしかないものなのか、それとも、自ら選んだ流れに乗ることができるものなのか。 T'inquiète pas Neji, y a pas que toi qui comprends pas. Ça veut absolument rien dire.
Du coup, je me suis dit que c'était sûrement une trad compliquée à faire, et j'ai du coup voulu voir comment les autres pays s'en sortaient. La version anglaise par exemple dit ceci. Father, I can't be sure if a person's destiny is like a cloud, floating on a fixed current that it can't escape, or if people are able to ride on whatever breeze they choose. I don't know. I don't completely understand it yet. And maybe the destination is the same, no matter what you choose. Au final, les Anglais s'en sortent beaucoup mieux, et cette explication rejoint la version manga qui, je pense, est la bonne. Tout ça pour dire que je comprends mieux pourquoi la conclusion du combat est si mal compris par beaucoup si vous avez eu cette version animée. Donc reprenons la vidéo. Que dit Neji dans le manga? Est-ce le destin des gens d'être comme des nuages portés par des courants immuables, ou peut-on au moins choisir celui qui nous emporte au loin? Peut-être que le résultat est le même, mais quand on choisit la seconde option, on peut au moins se fixer un but à atteindre. Aujourd'hui, j'ai compris la force que cela procurait. Alors qu'est-ce que veut dire Neji par là? Et le manga Naruto par la même occasion. En gros, le destin est un flux dont on ne connaît pas le sens, et contre lequel on ne peut pas aller. Par contre, on peut se fixer un objectif, car même s'il ne change rien à la fatalité, à la finalité, il permet de suivre son propre parcours, et nous donne la force d'avancer là où se lancer porté par le fil des événements n'apporte rien. Mais finalement, dans ce combat, personne ne renie l'existence du destin. Neji et Naruto décident simplement à ce moment-là de ne plus y penser et de continuer d'avancer quelle que soit la finalité. Tout ça pour dire que le destin est quelque chose qui existe depuis le départ dans Naruto et, j'irai même plus loin, qui prédate le récit. En effet, la famille de Masashi Kishimoto pratique dès son plus jeune âge des petits rituels divinatoires, où lui et son frère devaient choisir entre un pinceau, un abac ou de l'argent. Son frère choisira l'argent, là où lui choisira le pinceau, puis prendra un peu d'oseille au cas où, on sait jamais. Bref, une pratique et des croyances bien ancrées chez les Kishimoto. Et c'est donc logique que quand celui-ci essaie de nous présenter la cosmogonie de son univers, c'est-à-dire les origines spirituelles de son œuvre, toutes ces influences culturelles rejaillissent. Et si le chef otaku ne comprend pas que la Pokéball en terre cuite est en réalité la lune, ce qui est prémonitoire puisque Kaguya est le nom de la princesse bambou qui retournera sur la lune, ou que si elle est appelée Lapine, c'est à cause d'une légende qui dit que des lapins feraient du mochi sur la lune, c'est simplement parce qu'il n'est pas japonais. Et on arrive là à l'argument final et à la conclusion de cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Eh bien pour vous faire comprendre une chose, qu'il faut arrêter d'apposer votre vision du monde sur un manga quand vous voulez l'analyser. Si le chef otaku pense que la fin de Naruto a changé et qu'elle est moisie, c'est surtout parce que d'après lui, le message aurait changé en cours de route. Avec cette vidéo, je crois avoir bien prouvé que ce n'était pas le cas. En réalité, le chef otaku au départ du manga a interprété le message en apposant sa vision de la vie et ses croyances, faisant de Naruto un self-made man à l'américaine réussissant uniquement grâce à la toute-puissance de son libre arbitre. Ce qui au fur et à mesure du récit et des révélations s'est avéré totalement faux. Alors au lieu de se dire qu'il avait pas bien compris le message, il a préféré simplement nier l'évidence et accuser Kishimoto. Foiré de Kishimoto, tu espèce d'enfoiré d'handicapé mental, j'espère que tu toucheras plus jamais un manga de ta vie, putain. Et ne croyez pas que c'est simplement le chef otaku, le problème. Le fait d'apposer ses propres croyances, c'est quelque chose que font beaucoup de personnes. J'aurais même pu prendre d'autres exemples. Des exemples même de certaines personnes qui semblent avoir compris le message de Naruto. Comme par exemple Riles, il a fait une vidéo sur le destin pour expliquer ce qu'il se joue dans la fin de Naruto. Eh bien, quand il tente d'expliquer la fin de Naruto et l'importance du destin, il utilise sa vision du monde. Quand il dit par exemple « Le destin et la prédestination ne s'opposent pas au libre arbitre. Le destin concerne le futur, ce qui en est écrit, et en fin de compte, c'est tout simplement le fruit de nos choix. C'est tout simplement ce que tu vas créer. Beaucoup de religions expriment le destin comme étant la science divine qui va bien au-delà de la compréhension de l'être qui l'a créé. C'est-à-dire que toi, tu choisis ce que tu fais, mais le divin connaît ton passé, ton présent et ton futur. C'est ça ton destin. Mais tu auras décidé de le créer. Dieu connaît le futur par sa science, mais Dieu demande malgré tout à chacun de choisir. Chaque être à son échelle a la force de créer ou de détruire. Chaque homme et chaque femme est libre de choisir. De quel dieu il parle? Il n'y a pas de dieu unique et tout puissant qui connaîtrait le destin dans Naruto. Pas même plus dans la culture japonaise. En réalité, ce que Riles fait, c'est qu'il explique le destin par rapport à ce qu'il sait du destin, c'est-à-dire sa notion de destinée dans la foi musulmane. Sauf que Kishimoto ne parle pas ici de destin que connaîtrait un quelconque dieu, mais d'une destinée orientale à base de cycles de réincarnation, de karma et de déterminisme causal. Ce qui est bien différent. Bref, pourquoi je vous explique tout cela? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on fait tous, et moi le premier. À titre personnel, et si ma mémoire est bonne,
j'ai arrêté d'aimer Naruto avec Danzo et l'arc Pain. Tout simplement parce qu'il ne correspondait plus à mes valeurs. J'avais grandi et comme Obito, je ne croyais plus vraiment au message. Et je pense que pour certains d'entre vous, la vidéo du chef otaku vous a plu pour les mêmes raisons. Vous aviez grandi et n'étiez plus touché par le message. Vous avez alors cru que Naruto avait changé alors qu'en fait c'est simplement votre état d'esprit qui avait changé. Et en soi c'est normal, mais ce n'est qu'un sentiment de plaisir ou de déplaisir qui dépend uniquement de ce que vous renvoie l'œuvre par rapport à vos valeurs du moment. Ça n'a rien d'objectif en soi. Et même si cela vous permet de faire le tri de votre côté, de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas de l'analyse, c'est juste un jugement de valeur. Et si vous cherchez à analyser une œuvre, il va falloir faire un effort en vous détachant de vos a priori, et pour ce faire, il existe quelque chose que vous pouvez appliquer, c'est la remise en contexte. Faire ça, déjà, ça permet, comme je l'ai démontré ici, d'éviter les soucis de surinterprétation et la mauvaise compréhension du message de l'auteur. Maintenant, j'aimerais vous parler de la remise en contexte et vous expliquer comment je la vois et comment je l'applique. Malheureusement, la vidéo est déjà bien assez longue et ce sera donc le sujet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à plus et vous souhaite une bonne lecture de Naruto.